Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre voix vous a ouvert un chemin qui s'est transformé en une longue route enchantée. Elle se poursuit aujourd'hui. Pour l'état civil, vous fêtez vos 80 printemps. Pour le public, vous avez toujours 20 ans et 4 fois plus qu'aucune. Bonjour Nicoletta. Bonjour. Quel est le secret de votre jeunesse éternelle? C'est incroyable, vous n'avez pas changé. Je suis souvent de bonne humeur. Voilà. Je calcule la gaieté, la joie de vivre surtout, parce que je trouve que dans ce bas monde, il y a des millions de gens et je ne suis pas la plus malheureuse. J'ai beaucoup de chance et j'apprécie ce que le sort m'offre. Chaque matin, je me dis « Ah, à nous deux, quelle journée je vais bien passer !» Eh bien, ce soir, on va passer un moment ensemble avec la joie de vous écouter parce qu'il y a une intégrale de vos chansons qui sort. On va en parler tout à l'heure, c'est un événement. Et puis, bien sûr, les clés d'une vie, c'est votre parcours. Vous êtes déjà venu, mais j'ai déjà trouvé d'autres choses sur vous pour évoquer ce parcours et des dates. 4 mars 1991, c'est une semaine sur le thème de l'école à la télévision où vous êtes pendant une semaine avec Vincent Perrault pour évoquer l'école qui a quand même été un moment important de votre vie. Moi, j'en ai vu beaucoup. Oui. Vous vous souvenez de cette émission? Alors, pendant une semaine? Vaguement. C'était C'est pas juste. Et vous étiez le témoin pour évoquer l'école et votre parcours. Vos jeunes années à l'école, ça n'a pas été évident. Oh, c'était rigolo. J'ai fait l'école primaire, c'était parfait. Ouais. J'étais première jusqu'à ce que j'aille en quatrième. Ça s'est gâté. Oui, c'était dans un village et vous avez appris très vite à lire et à écrire. Oui. Et ensuite, il y avait une institutrice, Madame Artic, qui était vraiment la copine du village. Elle était formidable, cette femme. Elle était, elle disait toujours que ma copie était le dessert. C'est gentil, oui. D'ailleurs, vous la rencontriez à la boulangerie régulièrement. Chez ma marraine. Oui. C'était la boulangère. Et parce que quand j'étais tout petite, bébé, ma grand-mère travaillant, elle était ma tutrice. Ma maman ne pouvait pas vraiment s'occuper de moi, elle croyait que j'étais sa poupée. Elle me mettait dans le landau chez la boulangère. Voilà. Mais c'est vrai, on n'imagine pas la vie d'un village. C'était Vongin, Vongy près de Thonon. On dit Vongy près de Thonon d'ailleurs, tellement c'est près. Et c'est une vie de village qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, Nicoletta. Non, le village n'a pas changé au point de vue de structure. Il est même très fleuri parce que des tas de jeunes couples rachètent les maisons, les vieux disparaissent. On n'est plus que 2-3 personnes initiativement du village. Alors, ce sont des nouvelles gens, mais c'est sympa. Il y a un tatoueur, c'est plein de gens étonnants. Et ils aiment beaucoup le village et ils l'entretiennent très bien. Les maisons sont très fleuries et c'est un bonheur que d'y retourner. Vous y allez de temps en temps? J'y vais très souvent parce que j'ai 2 maisons et j'ai racheté la part indivisible de ma demi-sœur qui vient de ma grand-mère et j'ai hérité de l'autre partie et je vais me reposer au village. Je vais y aller dans 15 jours. Il y a, comment dirais-je, des promenades en voilier qui m'attendent sur le Léman. Ça, j'adore. Ce qui est étonnant, c'est que c'est l'un des derniers villages de la région à avoir encore une boucherie, une pharmacie, une friperie. Oui. Mais c'est assez étonnant parce que il est resté dans le jus. Et quand on voit des images de l'époque, on n'imagine pas ce qu'était un village à l'époque. Vous savez, en Savoie et en Haute-Savoie, il y a énormément de villages qui sont restés dans leur jus. Hein. Vous quittez la côte du Léman, vous montez tout de suite, vous allez dans l'arrière-pays. Il y a vraiment quelques boutiques qui sont là depuis très longtemps. Moi, je vais acheter tous mes fromages en montagne. Parce que déjà, c'est moins cher que dans la plaine, qu'en boutique, en ville. Et on est reçu merveilleusement bien. Et les fromages de montagne sont magnifiques. Voilà. Et en même temps, il y avait à l'époque une laiterie. On ne peut pas imaginer une laiterie aujourd'hui. Oh là là, c'était terrible, la laiterie. On s'en rejoignait là, à 12-13 ans, on faisait des glissades. Il y avait un chemin en pente devant la laiterie, et les fermières amenaient leur lait pour la peser, et nous, les enfants, on partait avec nos pots à lait, et on ramenait le lait frais à la maison. Mais on faisait la queue. Alors, pendant qu'on faisait la queue, on faisait des glissades. Waouh! Et on glissait dessus, on était contents. Mais la laitière était pas contente du tout parce que les grands-mères tombaient. Hein, c'était pas très intelligent. Alors elle mettait du sel rouge, vous savez, du gros sel dessus. On recommençait à côté. Un beau souvenir. Voilà. Alors c'est l'époque où justement votre grand-mère vous élevait et vos grands-parents avaient des revenus modestes. Je crois qu'ils travaillaient dans une usine de papier à cigarettes, Nicoletta. Oui, je veux dire carrément où? Chez le père de Monsieur Bolloré. C'est fou, hein? Voilà.
Et c'est vrai que c'était un métier à l'époque. On faisait la pâte à cigarette à partir de pâte de bois, de fibres. Oui. C'était un métier très difficile. Oui, je connais bien l'usine parce que je portais les paniers. Je portais la petite dinette de ma grand-mère quand qu'elle travaillait, elle faisait les 3-8 et je l'ai traversé. Ce qui était fascinant, c'était ces gros lessiveurs qui faisaient 1000 degrés et ils faisaient cuire le papier de bois et le bois, oui. Parce qu'on faisait du papier avec, et les tissus. C'est extraordinaire. Et je voyais partir, au bout d'un moment, la pâte est passée dans du chlore, et tout d'un coup, il y avait des turbines tout le papier existait. C'est extraordinaire. Il y avait aussi à cette époque des moments fabuleux, des moments plus difficiles. Je crois que votre grand-mère a caché Django Reinhardt pendant la guerre, Nicoletta. Oui, c'est très connu. Elle avait des terres puisque ses parents étaient fermiers. Elle prêtait ses terres à ses copains fermiers parce qu'elle avait pas eu de frères. Ils sont morts en bas âge, ses frères, et ses parents sont morts en 40. Alors elle louait ses terres. Et elle a vu Django près du pont en plein courant d'air avec ses roulottes. Et elle a dit, écoutez, c'est en 43, hein. Elle a dit, vous n'allez pas rester là, venez, je vais vous montrer un endroit. Et elle l'a mis dans Chaussée Pommier, et ils sont restés 1 an. Et malheureusement, elle a eu un très gros chagrin. Et un milicien qui a tué un de ses fils, mon tonton, c'était mon jeune parrain. J'étais déjà née, j'avais 5 mois quand c'est arrivé, c'était en août 44. Un milicien a tué la nièce de Django et mon oncle. Ils avaient tous les deux 17 ans. Et ça a été terrible pour ma grand-mère, parce qu'elle avait déjà perdu un premier fils 15 jours avant d'un éclat d'obus au Vercors. Et ça, elle a eu son tourment au mois d'août toute sa vie. Il faut savoir pour votre culture personnelle qu'en fait, Django Reinhardt était à Paris, il était sur la Côte d'Azur, il cherchait à passer en Suisse, il est passé à Thonon, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé chez votre grand-mère. Absolument. Alors, la chanson, je crois que ça a commencé à la chorale de l'église, Nicoletta. Oui, à 8 ans. J'étais très pieuse quand j'étais petite fille. Il faut dire que je suis née juste à la fin de la guerre et dans un village comme ça, tout le monde se connaissait, tout le monde se respectait. Il y avait un élan de fraternité et d'amitié extraordinaire. Tous les enfants pouvaient rentrer dans n'importe quelle cuisine. Moi, j'ai des souvenirs magnifiques. On allait goûter chez n'importe qui. Il suffisait qu'on soit avec un des copains. Et on nous donnait à manger. Et j'allais au catéchisme. Et tous les enfants allaient au catéchisme. Alors, le bon Dieu, c'était notre Père qui est aux cieux. Comme j'avais pas de père, pour moi, Dieu le Père, c'était important. Et j'ai eu une enfance très catholique, vraiment. Et alors, j'allais évidemment à la chorale dès que j'ai pu y aller. Voilà. Et ensuite, ça a été plus difficile quand vous êtes descendu, comme l'on dit, à la ville, où là, vous êtes allé de lycée en pension, de pension en école. La ville, oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil que la vie d'un village. Il y a moins de cohésion, il y a moins d'entente. J'ai commencé à avoir des problèmes. Ouais. Alors je me suis intéressé des études dès la 4e. Je fichais rien. Voilà. J'étais déjà en vacances au mois de mai. J'allais dessiner au bord du lac. Je prenais mes quartiers, mais j'aimais pas trop la ville. J'aimais pas trop. Et il y a une chanson d'ailleurs qui résume exactement ce parcours dans votre répertoire. Car ma vie c'est un manège qui ne cessera jamais de tourner. Votre vie a été un manège depuis le jour où vous avez été déclaré majeur à 18 ans, parce qu'à l'époque c'était 21 ans depuis Napoléon, 21 ans pour les femmes et 25 ans pour les hommes, et ensuite en 1907, et là vous êtes devenu majeur, et là ça a commencé. J'étais émancipée, voilà. J'avais un juge de tutelle depuis ma naissance. Tous les enfants qui sont sous tuteur ont un juge de tutelle. Et ils ont décidé avec ma grand-mère de me rendre ma liberté, de me donner ma liberté plutôt. Et je voulais aller à la ville pour travailler. Je ne trouvais pas un travail intéressant dans ma région. Alors, je suis montée à Paris, comme on dit. Mais je ne suis pas venue à Paris. Je suis venue à Saint-Germain-des-Prés. Pour moi, je vais à Saint-Germain-des-Prés. C'était pour moi le pays, le village de légende où il y avait le jazz, les artistes, les peintres. Je voulais connaître Saint-Germain. Et c'est ce que j'ai fait. Et en vivant la nuit à Saint-Germain et en trouvant une chambre d'hôtel où vous dormiez de temps en temps? Non, je travaillais quand même, j'étais vestiaire dans une discothèque, ensuite j'étais DJ, je gagnais 30 francs par nuit. Mais à l'époque, 30 francs, c'était de l'argent, je mangeais avec 5 francs. C'est fou, hein? Oui. Et la discothèque, la musique vous intéressait par-dessus tout déjà? Non, c'était un hasard. J'aimais beaucoup danser et j'aimais beaucoup la musique. Mais
le fait de remplacer le DJ à la boîte où j'ai travaillé, où j'étais vestiaire, ça a été une découverte. Je chantais sur les listes que je passais, je mettais de l'ambiance pour les dance floors, c'était extra. Et déjà, à l'époque, les chanteurs venaient et demandaient que je passe leur disque. Il y avait Danel, il y avait Christophe, il y avait Hervé Villard, il y avait tous les chanteurs de l'époque. Et voilà, et il y a aussi des orchestres qui étaient invités à jouer. Et j'allais voir répéter les musiciens. Et évidemment, j'attrapais les micros et je chantais avec eux jusqu'au jour où il y avait des musiciens de Nino Ferrer. Ils m'ont fait avoir un rendez-vous avec le directeur artistique de Nino. Et c'est comme ça que j'ai été engagée chez Barclay. On va en parler justement. Mais vous faisiez aussi tous les métiers. Vous avez été femme de chambre, serveuse de pizza. Il fallait gagner sa vie. Non, c'est-à-dire qu'on faisait 1000 petits métiers. Mais à l'époque, c'était facile. Parce que les gens nous engageaient, ils nous déclaraient pas. On n'était même pas déclarés dans la boîte où je travaillais. On nous donnait notre argent le matin avant qu'on rentre à l'hôtel. Mais maintenant, il y a le concurrent qui observe et si tu déclares pas le mot que tu engages, on te dénonce, quoi. C'est pas la même période. Voilà. Et à cette période aussi, il y a eu d'autres événements qui vous ont apporté beaucoup. On va évoquer une autre date, le 11 avril 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicoletta, 20 ans et 4 fois plutôt qu'une depuis quelques jours, une forme olympique si j'ose dire, une intégrale qui sort avec 308 chansons dont des inédits qu'on écoutera tout à l'heure, et puis des dates, et le 11 avril 1967, c'est la première fois que vous passez au cinéma, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, c'était ce qu'on appelait les actualités. Et les actualités avec cette chanson. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur. Alors, ce qui est étonnant, dans les salles de cinéma à l'époque, il y avait les actualités, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, et il y a un reportage sur une jeune chanteuse d'avenir, et c'est une sorte de clip avant la lettre, puisque vous Absolument. êtes avec des 4 motards. Mais c'était des motards du club Harley Davidson de Paris, et ils avaient bien voulu faire la mise en scène. Et ça me rappelle une histoire, quand j'ai fait l'Olympia la première fois en vedette en 75, il y a la fille de actrice qui arrive, elle était toute blême et pâle, c'est horrible, on a 40 motards rue Comartin. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont semer la pagaille, c'est épouvantable. Et ils avaient sorti les tenues de cérémonie. Alors c'est tout en cuir, et c'est des gros foulards de parachute blancs, ils étaient impeccables. Et sous la commande de Momo, leur chef, ils sont venus m'écouter. Et elle a eu très très peur, j'en rigole encore. Et ils sont très bien tenus. Hein. Ben oui, mais en plus, L'homme à la moto, c'était une chanson que Jean Dréjac avait adaptée d'une chanson américaine des Chairs quand il était l'amant d'Edith Piaf aux États-Unis pendant quelques mois. Ah bon? Ah oui, il était l'amant. Il a fait cette chanson, après il a été viré. Mais enfin, il a quand même bien gagné sa vie avec cette chanson. Et c'est vrai que dans votre vie, votre parcours n'a pas été aussi rapide qu'un tour en moto, parce que vous avez, avant de réussir, connu les boîtes de nuit, les vestiaires, et surtout, il y a effectivement ces premières scènes. La première scène, je crois que c'était la locomotive, à côté du Moulin Rouge. J'étais inconnue. Non. Comment vous savez ça? Ah ben j'ai retrouvé des documents là-dessus. J'ai chanté à la loco, et il faisait une soirée par semaine, et il y avait le coin pour les chanteurs, les VIP, les gens connus, et je suis une des rares filles à être passée à la locomotive parce qu'ils faisaient que du rock'n'roll. Oui, et la locomotive, en fait, c'était au départ l'annexe du Moulin Rouge pendant la guerre. Il y avait le cinéma, et ça s'appelait le Robinson, parce que le maître des claquettes, l'inventeur des claquettes, s'appelait Robinson. C'est fou, hein. Alors, c'est là, d'ailleurs, je crois, à la locomotive, que Bob Ascloff vous a surnommé Nicoletta. Moi, j'adorais le Bob. Oh, c'est dommage, il était homosexuel. Oh, mais il était mignon. Il chantait en anglais, en allemand. Bah, il était acteur aussi. Oui. Il est décédé maintenant. Oui, il a enregistré la chanson du film Bon baiser de Russie. Tout à fait. Et c'est lui qui vous a appelé Nicoletta. Comment c'est né? Ben, je sais pas, parce que je suis petite et que je suis d'origine, j'ai un nom italien, un nom de famille italien. Et il aimait dire la Nicoletta, avec son accent suédois. Et du coup, tous les copains m'appelaient Nicoletta. Exactement. Alors, quand je suis rentré chez Barclay, Monsieur Bissir, qui était mon directeur artistique, oh ben comment on va l'appeler? Comment tu vas t'appeler? Je dis, ben je sais pas, moi j'ai pas d'idée. Oh, si un jour tu fais l'Olympia, faut qu'on trouve un nom quand même. Parce que Nicole Grisoni, c'est...
Il dit, oh, ben, il y a bien une Dalida, il y a bien une Sheila, ben, pourquoi pas Nicoletta? Et on a gardé Nicoletta. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est au Bus Palladium que ça a commencé. Le Bus Palladium, ça s'appelait comme ça parce que, au départ, on ramenait les gens de la banlieue au Palladium, Ouais. En bus. Pour qu'il n'y ait C'est pas possible. Moi, j'y allais en fin de nuit. Hein. Voilà. Quand je formais la boîte où je travaillais, à 4-5 heures du matin, je montais au bus avec les copains et je faisais les chœurs des chanteurs qui y passaient. Et je me rappelle d'Arthur Brown, c'était un artiste anglais. Il avait un chapeau avec des flammes qui sortaient de son chapeau. Une espèce de casque. Et on était 2-3 gamines à faire les chœurs, yéyé, gougou, wawa. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser. Et là, j'ai retrouvé Monsieur Messire, qui me prend par la main, il me tire, il me dit, oh, ça fait 20 ans que je cherche une fille comme vous. Et moi, j'ai dit, moi, je vous connais, j'ai votre nom sur mon contrat. J'avais signé avec Richard Bennett, qui était son assistant. Et, oh, c'est vous! Moi, vous cherche partout. Enfin, vous étiez pas loin, parce que vous avez signé un contrat, et pendant des mois et des mois, il n'a pas été honoré, ce qui est inimaginable, Nicoletta. Oui, mais enfin, à l'époque, il y avait la grève des musiciens. Ah oui. On préparait déjà mai 68. Alors, personne n'était pressé de me joindre. Hein. Il y avait d'autres soucis. D'ailleurs, mon premier disque, je l'ai fait en Belgique. Oui, parce qu'il y avait les grèves des musiciens. Exactement. Et ce premier disque, c'est celui-ci. Pour oublier qu'on s'est aimé. Combien de fois? Ça, c'est la version de Nino Ferrer, parce que c'est grâce à lui que vous avez fait cette chanson. C'était un type formidable, Nino. Il avait beaucoup de classe. C'était un dandy. Il était toujours élégant. Il était anti-système. Il avait une façon de penser ce métier qui lui était très personnelle. C'est le premier artiste vraiment indépendant que j'ai rencontré. Et on s'estimait beaucoup. Et il m'a donné cette chanson. Et c'était formidable, j'ai adoré. Oui, il se trouve qu'il avait débuté aussi dans les discothèques de Saint-Germain-des-Prés, où il avait été repéré par Eddie Barclay, qui lui a fait un répertoire avec Mirza et le téléphone qui lui convenait pas du tout. C'est-à-dire que c'est à la même époque qu'il a fait Mirza, tout ça. Mais il fallait bien vendre du disque, vous savez, à l'époque, il voulait qu'on ramasse de l'argent. Oui. Hein. C'était pas rigolo, il fallait aller travailler. Et Nino était contraint forcé, mais il a su très vite sortir de cette impasse. Il a fait après La Maison près de la Fontaine, il a fait des très très belles chansons, on dirait le Sud. Et il avait cette particularité d'enregistrer chez lui. Exactement. Voilà, il prenait ses musiciens et il faisait lui-même les séances et c'était formidable. Alors, vos premiers disques ont un succès d'estime finalement, parce que... Non, le premier, c'était un succès d'estime et le deuxième, c'était un tube, c'était la musique. Exactement. 6 mois après, quand même. 6 mois après. Non, j'ai pas à me plaindre. Hein. Non, mais le premier était un succès d'estime parce qu'il fallait passer à la télévision. Et puis, c'était dur d'obtenir des émissions de télévision au départ. Personne ne croyait vraiment en votre succès, Nicoletta, dans la maison de disques. Je sais pas du tout. Ah, si, ils vous ont dit, on n'est pas sûr de l'envoyer. Non. Non, il s'est passé une chose, il y avait une attachée de presse qui était maigre comme un coucou. Oui. Vraiment, elle dit plumée. Hein. Maigre. Elle disait, elle a un montrable, elle est grosse. En parlant de moi. Oui. J'étais pas grosse et j'étais pas un montrable, j'étais normale. Hein. Mais je crois qu'elle devait être anorexique, elle devait avoir des problèmes. Alors, elle travaillait très mal sur moi, mais le jour où on l'a changé, le deuxième disque, elle s'en est pas occupée, tout d'un coup, ça a marché. Je prenais des cours de passage de télé chez la maman de... Comment elle s'appelle cette speakerine? La patronne de Dorothée. De Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert. Oui. Alors on allait chez elle, elle avait une caméra dans le salon, elle envoyait le playback et on essayait de faire le playback et de se comporter devant une caméra. J'ai pris mes leçons chez Jacqueline Joubert. Qui avait été la première speakerine de la télévision. Absolument. Elle était venue à un concours par hasard. Elle repart dans la rue, certaine de ne pas être choisie. On court après en disant c'est vous. Et c'est comme ça qu'elle a lancé les speakerines à la télévision. Et à l'époque, d'ailleurs, votre première émission de télévision, c'est Main dans la main. Dans la tête d'affiche est Guy Marchand. Et Guy Marchand, justement, vous avez signé des photos pour lui et répondu à son courrier. Oh, mais bien pas que lui. J'avais tous les artistes de la maison de disques. On m'amenait des sacs. J'habitais l'hôtel en face de la maison de disques. J'avais déménagé pour être plus près du problème. Je m'étais mis en face de la maison. Et ils m'amenaient leurs sacs. Et je gagnais 150 francs par sac. Il y en avait des lettres à répondre. Alors je faisais Guy Marchand, Nino Ferrer, Franck Alamo, Amitié, Franck Alamo, Gros baiser, Guy Marchand. Et après, il y a eu des sacs qui étaient pour moi. Oui.
Je faisais plus le courrier des artistes, bien sûr. Mais ça permettait de gagner ma vie parce que j'avais arrêté de travailler la nuit. Oui. Comme j'enregistrais, j'avais arrêté. C'est-à-dire que Barclay, vous attendiez que Eddie Barclay sorte votre disque, et enregistre votre disque, il fallait bien gagner sa vie. Absolument. Mais il n'y a pas de saut métier. Je faisais même les vitrines. Je faisais pendre 33 tours des gens qui sortaient leurs disques. C'était très intéressant. Et Guichard, qui est entré en même temps que moi, lui, il faisait des stocks. Il mettait des disques en pochette. Il travaillait aussi à la maison de disques. Et Eddie Barclay, vous avez repéré à cette époque-là ou... Non, Eddie Barclay, je le connaissais pas du tout. Je l'ai vu au King Club où je travaillais. Je lui ai même dit un soir, vous savez, j'ai un contrat chez vous. Ah ben c'est très bien qu'il m'a dit. Comment vous appelez? Il a quand même écrit mon nom sur un bout de papier et il s'est très bien souvenu de qui j'étais quelques mois plus tard. Mais c'est décourageant d'avoir un contrat comme ça et de ne pas l'honorer pendant des mois et des mois. Non, ce qui me faisait suer, c'est que je disais aux copains que j'avais signé un contrat et ils disaient que j'étais mythomane. Ben oui. Ah oui. Ils ne voyaient rien venir. Et l'ambiance des maisons de disques à l'époque, c'était une ambiance familiale? Je pense qu'on s'occupait, dès qu'un artiste, ils avaient décidé de s'occuper de lui, ça l'occupait très bien. Parce que Barclay, quand il s'occupait de la carrière de quelqu'un, quand il avait décidé de créer l'événement, ça y allait. Hein. On était promus, on était vraiment promus. Ça a été le cas avec la musique? Ouais. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ça a changé votre vie? Parce qu'ils y ont cru, ils ont aimé la chanson, puis ils ont eu raison. Puisque des années plus tard, elle a servi de leitmotiv pour une émission de télévision Star Academy quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez jamais travaillé votre voix. Elle a toujours été naturelle, elle n'a pas changé au fil des décennies, Nicoletta. Je pense que c'est un don, il faut y faire attention. Et quant au travail vocal, je n'ai jamais aimé les profs de chant. Je travaille avec les musiciens. Ce sont les musiciens qui m'ont appris tout ce que je sais. Moi, je répète avec mon pianiste, mon chef d'orchestre, mes musiciens. J'ai même fait du gospel, rappelez-vous. On va en parler. Vous m'avez aidé d'ailleurs. Oui. Eh bien, j'ai été faire un atelier de gospel 8 heures par jour avec chorale. Hein. J'ai travaillé parce que c'est pas ma culture. Et quand j'ai décidé, je vais au travail. Et aujourd'hui, vous travaillez encore votre voix régulièrement? Je ne travaille pas régulièrement ma voix, mais je répète avant chaque concert. Rendez-vous, 17h, répétition en lieu et en place. Voilà. Et des concerts, il y en a eu. On va en évoquer un à la date du 5 avril 1997. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Nicoletta, un anniversaire, 20 ans, 4 fois plutôt qu'une. Je ne dirai jamais 80 ans parce que raison. Vous non plus, vous ne le pensez pas. Non. C'est impossible. Non. Alors, on a évoqué vos débuts et vous avez parlé du gospel tout à l'heure. Ouais. Il y a une date importante. J'ai retrouvé à la télévision le premier reportage où vous évoquez le gospel. C'est avec les Gospel Voice au Fontanil, près de Grenoble, au pied des Alpes, le 5 avril 1997. Et je m'en souviens. Et vous chantez ceci. Oh, happy day. Oh, happy day. Vous vous souvenez de ce concert, Nicoletta? Oui, on a même. Oh ouais, c'était sympa. On était près d'un iPad. Et le directeur est venu nous voir. On est en train de répéter. C'était un plein air et dans la banlieue de Grenoble. Et ils me disent vous savez, nos pensionnaires, c'est très ravis de vous voir, que vous veniez leur chanter Mamie Blue. J'y suis allée, c'était 18h, 19h après la répétition, et avec 4-5 choristes et le chef de chœur, on leur a chanté Mamie Blue. On est arrivé comme ça dans le iPad, c'était adorable, vraiment. Je m'en souviens. Ouais. Alors, le mot gospel, ça vient de l'anglais gospel, ce qui signifie évangile. Oui. Et ça rappelle que le gospel fait référence au Nouveau Testament. Voilà. Et c'est une résurrection de la grâce qui libère en lien avec l'émancipation des esclaves sur le continent américain. Absolument. Comment c'est arrivé pour vous le gospel? Oh là là, moi j'ai connu le gospel à mon adolescence parce que je suis frontalière suisse. Et tout le monde sait que Genève, c'est la ville de Calvin. Et évidemment, le gospel, c'est protestant d'origine. Alors, j'entendais le gospel. Quand j'allais le samedi après-midi avec mes copines en autocar à Genève, c'était notre ville lumière, j'entendais plein de musique, dont beaucoup de gospel. Et j'ai écouté Mahalia Jackson, qui est merveilleuse, c'est la plus grande dame qui chante le gospel. Elle est morte maintenant, il y a 30 ans. Et j'étais folle d'Elvis. Et Elvis, qu'est-ce qu'il nous fait pas?
un disque de gospel. Quelques années plus tard, parce que Elvis est devenu chanteur, parce que sa maman, qui était baptiste, et c'est donc obédience gospel, l'emmenait à l'office le dimanche. Donc, il a vu les Noirs chanter comme ça cette musique extraordinaire, très vivante et fervente, et puis qui s'inspire du Nouveau Testament. Et cette façon qu'il avait de bouger et de chanter, ben, c'est bien de là. C'est fou, hein. Et d'ailleurs, vous parlez d'Elvis, il y a quelqu'un qui a travaillé avec Elvis sans le rencontrer, mais qui a été votre parrain du gospel, c'est Mort Schumann. Mais bien sûr, il m'a composé pour sa comédie musicale Ma Ville, un gospel sur laquelle je devais travailler dans ce show, et puis finalement il a été annulé puisque Mort était malade, a eu son cancer, on a dû arrêter, et m'a composé un gospel d'enfer avec un texte rageur, puisqu'il s'agit de la liberté clamé par Louise Michel. Alors, il se trouve que le gospel, c'est votre enfance, mais comment, un jour, avez-vous décidé de chanter, de créer ces gospel voice C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis sentie lâchée par le métier. Monsieur Barclay a vendu sa compagnie, et j'avais encore 18 mois de contrat. Et évidemment, j'avais aucune nouvelle de la maison disque qui avait racheté son catalogue, dont je faisais partie. En plus, Barclay, il était gonflé. Hein, il a vendu ça, Aznavour, qui m'a dit qu'il a vendu. Il a rien dit à personne. Rien. C'est Aznavour le premier qui l'a su. Et j'habite à Genève, et Charles habite à Genève aussi. J'étais avec mon ex-époux. Je me suis retrouvée à la rue, quoi, comme on dit bêtement. Et j'ai commencé à être en déclin. Et on m'appelait plus, le téléphone a commencé à devenir muet, hein, c'est sympa. Et je me souviens, je réfléchissais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai fait des discothèques, j'ai chanté sur banc d'orchestre, comme une débutante, c'était horrible. Dans des discothèques qui te faisaient attendre dans le couloir avec les bouteilles, tu passais à 1h du matin, il fallait attendre. Oh, je suis devenue folle, je ne vais pas faire ça longtemps. Effectivement, un jour, je me suis rappelé, j'ai une résonance, une réminiscence, la voix de ma grand-mère qui me disait, j'avais fait une messe gospel sur une radio périphérique, dans l'émission Les routiers sont sympas. De Max Meignier. J'avais chanté, à Calberson, la messe de minuit, il y avait 20 000 personnes, et le prêtre m'a fait travailler 2-3 gospels en anglais. C'est la première fois que j'ai chanté du gospel. J'ai fait Celebrate Jesus, des gospels pas très connus d'ailleurs. Et je chantais, rappelez-vous, Glory, Alléluia. Tout à fait. Voilà, qui est un peu les prémices. Et ma grand-mère me dit, oh, elle est bien, c'est bien tes disques, mais tu vois, c'est tellement joli quand tu chantes le gospel. Oh, elle a raison, la mémé. C'est un signe, je me suis dit. J'ai cherché une choré, j'avais une copine américaine à Paris, j'ai dit, tu connais un chef de chœur, je puisse travailler, voilà, telle adresse, tel monsieur, Maxita, et tu vas aller de ma part. Et j'ai travaillé pendant 3 semaines, tous les jours, 8 heures par jour, hein. On répétait, hein. J'ai monté un tour de chant et je suis parti à l'aventure. Et ça a commencé, je crois, à l'église Saint-Roch, et ça a été un miracle parce que personne n'y croyait. À l'époque, c'était pas du tout la mode, parce que j'ai reçu en plus un trophée de la part de la Fédération française du gospel pour me remercier de tout ce que j'ai fait en promotion sur le gospel. C'est une musique qui n'était pas d'actualité, c'était encore minime. C'était il y a 25 ans, hein. Et les radios ne passent pas du gospel. Ils me disent, on ne fait pas de promotion, bon Dieu. Oui, mais résultat, vous avez ouvert la voie et il y a aujourd'hui partout en France, Nicoletta, des troupes de gospel. Écoutez, dans chaque département, il y a même des endroits où j'invite des chorales. Et ils sont très heureux de chanter avec nous. Ils viennent à la répétition, on travaille 2 gospels ensemble et je les fais rassembler autour de nous et ça me fait plaisir. C'est un échange. C'est une musique d'échange. Oui, et ce qui est étonnant, c'est que dans le public, je crois que vous avez fait plus d'1 million de spectateurs avec votre première tournée, il y a des anciens et des jeunes. Mais il y a tous les âges, parce que le gospel est une musique, c'est les racines quand même de la musique noire américaine. Ray Charles vient du gospel. D'ailleurs, il a dit de vous, est-ce que vous étiez la seule chanteuse blanche capable de chanter comme une noire? Mais ça, c'est ce qu'il a dit, je crois. Enfin, il l'a dit. On me le dit. Il l'a dit, et il n'a pas fait que le dire, il a chanté. Yesterday, the coldest winter was like spring. I thought my heart would always De Sandy, de vous fermer les yeux de bonheur, Nicoletta. C'est tellement beau quand il chante. C'est tellement beau. En plus,
J'allais dans les surbooms, comme on disait à mon époque. Oui. J'avais 15-16 ans. On faisait des booms le jeudi et le dimanche après-midi. Parce qu'on faisait croire que c'était la nuit, on fermait les volets. Et j'avais mes petits 45 tours, mes petits disques que j'achetais à Genève parce qu'il n'y avait pas les imports en France. Et j'avais Ray Charles. J'adorais. J'ai dépensé des 20 centimes dans le jukebox de la plage toute la journée. On mettait What Did I Say. Oh, c'était vraiment une voix merveilleuse. Et Il est mort le soleil, c'est né parce que vous avez un jour donné, on ne sait pas pourquoi, un disque à Ray Charles au Canada. J'ai été faire de la promotion au Canada. La première fois que je traversais l'Atlantique, on avait les mêmes agents. Et à un moment donné, j'en avais marre d'aller faire des télés, des radios. Et je voyais que Ray Charles était en ville, il était affiché, et qu'il passait 15 jours, je voulais le voir sur scène, je l'avais jamais vu. J'ai dit, je ne peux pas avoir un petit congé, là, aller voir Ray Charles un soir. Oui, mon petit tirage, j'ai dit, on y va. Et évidemment, nous sommes allés dans la loge, enfin, il nous a reçus parce que Barclay est un sésame. Il a été distribué par Barclay. Alors, il était tout content de rencontrer des gens de chez Barclay. J'étais avec mon producteur, etc. Et il nous invitait à dîner. On a mangé au restaurant chinois, au quartier chinois de Montréal, et quand même, il était bien élevé. Il m'a dit, et à propos, est-ce que je peux avoir un disque? Il a écrit mon adresse, mon téléphone sur son carnet de braille. C'était un beau moment, d'ailleurs. C'était très touchant. Et je suis parti. Puis 3 semaines plus tard, le téléphone a sonné dans la nuit, avec le décalage horaire, c'était l'Inter à l'époque. Ouais. Puis je croyais que c'était des fans. Oh, ça va pas les fans, il faut me laisser dormir, vous exagérez. Et c'était Ray Charles. C'était Ray Charles. Il était dans la Ohio en tournée. Et puis voilà. Et il rigolait, j'ai reconnu son rire. Et il m'a dit, voilà, il y a une chanson qui est vraiment belle sur l'album, c'est ça. Je savais plus quoi faire. Je me suis dit, mon Dieu, mais il est non-voyant. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il me dit, qu'est-ce qu'il dit, les textes, les lyrics? J'étais vraiment mal. Pendant une minute de solitude. Qu'est-ce que je lui dis à ce monsieur? Il est aveugle. J'étais mal. Il est mort le soleil. Oui, j'étais mal. Et tout de suite, je me suis repris. Je lui ai expliqué que c'est une chanson d'amour. Je parle l'anglais vraiment comme Maurice Chevalier, avec l'accent et tout. Et il a dit une phrase, I really like this song. And I'm going to translate it in English. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Mais c'est un homme qui avait des succès et qui jouait aux échecs. Je ne sais pas si vous le savez. Mais je sais. Il a gagné des parties d'échecs contre des champions. Il jouait avec Robert, son chauffeur. Mais vous savez, les échecs, mon fils est un champion. Vous êtes à milieu, vous téléphonez votre position, vous n'êtes pas obligé de voir le jeu. Si vous connaissez bien les positions des jetons... ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne. Mais il est très fort, très très fort. Grâce à Ray Charles, votre chanson a fait le tour du monde. Et il y a une autre de vos chansons qui a eu aussi un succès international. Cette chanson, je crois qu'en Chine, elle est très connue. Je suis allée chanter en Chine. C'est incroyable. Oui, je suis dans le 86, j'ai représenté la France. C'est le Quai d'Orsay qui est bien envoyé, et par le biais de FR3. Et je suis parti représenter la France avec cette chanson au premier festival mondial de Beijing, c'est-à-dire de Pékin, oui. Beijing. Et c'était fabuleux. J'ai passé 15 jours extraordinaires. Et en même temps, cette chanson, contrairement à ce qu'on pense, elle n'était pas liée à votre mamie, mais à votre maman. Oui, mais je le dis dans la chanson, j'ai ma mère, mais les gens, ils ont tous sauté sur Mamie Blue. Je connais des petits garçons, dès qu'ils ont eu 15 ans, 20 ans, qui me disent « Oh, je suis content de vous rencontrer. Vous vous rendez compte? Vous êtes ma première chanson. Je l'ai appris par cœur à 3 ans pour la chanter à ma mamie. » C'est extraordinaire. C'est très mignon. Et une chanson de film aussi qui fait partie de votre répertoire et qui est dans cette intégrale. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux, si bleus, si beaux. Passons la journée à la maison. C'est une chanson de Paul Misraki, une des dernières chansons de Paul Misraki qui a écrit plus de 500 chansons et 300 musiques de films très célèbres. Et c'est vrai que cette chanson, ça a été aussi un tournant pour vous, Nicoletta. Non, c'est une chanson qui a plu aux filles. Et quand on est chanteuse, on ne plaît pas toujours aux femmes. Oui. Et j'ai fait un mouvement d'amour avec les filles. C'était oh là là, les volets clos. Ben évidemment, ça parle d'un beau programme quand même. Le texte est charmant. C'est Raymond Forlani qui l'a fait. Et c'est un film de Brialy. Et Jean-Claude, c'est le premier film de Jean-Claude. Mais il me faisait la tête, Jean-Claude, parce que c'est... La chanson est devenue un succès et son film a fait 30 000 entrées. Oui. Alors il me faisait un peu la gueule.
Ou en même temps, c'était un personnage de la vie parisienne. Et c'est vrai que vous avez continué à vivre ces nuits parisiennes et une vie parisienne des années 70 qui a marqué une époque et qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, Nicoletta. Oh ben, à l'époque, on pouvait aller dans les discothèques, on risquait rien du tout. Il n'y avait pas MeToo et on n'était pas attaqué. On fréquentait les clubs qu'il fallait. Moi, j'allais chez Castel très souvent. Monsieur Castel, on était ses copines. On payait jamais. D'ailleurs, on était invités permanents chez Castel. Mais c'était une époque de rire et de bonheur. Mais c'était une époque surtout de grandes rencontres. Moi, chez Castel, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Des écrivains, des dessinateurs, des gens de l'international, Peter O'Toole qui était beurré, qui était assis le long du bar. On voyait des gens fantastiques. J'ai passé des soirées avec les Rolling Stones. C'était un mélange de gens internationaux. On rencontrait des gens. En tout cas, on vous rencontre aujourd'hui avec cette intégrale qui est sortie le 12 avril 2024, qu'on va évoquer avec vous, Nicoletta, dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicoletta, 12 avril 2024, une intégrale, 16 CD, 308 chansons. C'est étonnant quand on voit ce nombre de chansons. Je suis sûr que vous êtes vous-même surprise, Nicoletta. J'avais pas compris que j'avais fait autant de chansons. Voilà, oui, vous savez, on avance, hein. Oui. On y va. Chaque disque est une aventure. En même temps, c'est des aventures toujours différentes, car vous avez toujours évolué, changé de style. Il faut essayer des choses. Quand on est un artiste, qu'on a un tempérament artistique, il faut essayer des choses. Il ne faut pas refaire la même chose. Moi, si on suit ma discographie, j'ai jamais fait la même chose. Non, parce que quand vous faites Moi, j'ai refusé, parlez-moi de lui. J'ai dit à Hubert Giraud, qui m'a composé Il aimant le soleil et Mamie Blue, non, encore des chœurs, encore, oh, non, ça m'énerve. Donne-la à Nicole Croisé. J'aime beaucoup Nicole. Donne-la à Nicole, elle va te faire une réussite. Et c'est ce qui s'est passé. Exactement. J'ai refusé, viens. Alors là, j'ai éclaté de colère. Viens, reviens pour ma mère. J'ai encore quoi, toutes les histoires familiales, je vais faire. Hein, je suis né d'un père inconnu, je l'appelle, mais ça va pas, non. Ils vont me changer le texte, je garde la musique. Ils n'ont pas voulu changer le texte. C'est Marie qui l'a fait, Marie Laforêt. Exactement. Mais vous avez fait vos propres succès. Moi, je me souviens de Fio Maravilla qui a été un événement que c'était la première chanson brésilienne à l'époque. On n'en parlait pas. Je l'ai ramené de Rio. J'ai été chanter au Festival de Rio. Et on m'expédiait un peu partout chanter pour présenter la France. Ouais. Tant mieux, parce que j'adore voyager. Et j'ai rencontré le compositeur, Georges Ben, qui est un homme délicieux. Et on va l'écouter un soir avec les musiciens dans un club. Et il me dit, oh, siétate, cafendinho, Nicolietta. Il m'appelle Nicolietta. Alors, je m'assois. Et il me dit, j'ai composé une chanson, regarde. Et il me joue Fio Maravilla. Mais Fio Maravilla, au Brésil, il est connu. C'est un footballeur. Il est décédé maintenant. Et c'était toute l'histoire de ce garçon qui avait sauvé un match pour l'équipe Flamingo, dont Georges Men était le fervent supporter. Oui, supporter. Alors voilà, j'ai dit, mais elle est belle ta musique, ça me plaît cette chanson, j'aimerais bien la ramener en France. Moi je la donne, mais oui, il n'y a pas de problème. Il m'a fait venir son éditeur le jour d'après, au Copacabana Palace, et voilà, j'ai emmené la chanson. Voilà, elle figure dans cette intégrale. Alors, faire une intégrale, c'est un travail immense. Il fallait tout retrouver, Nicoletta. C'était pas simple parce que. Bon, on a travaillé, mais il y a une très bonne équipe. Oui. Chez Universal, ils savent travailler. Et puis, je suis quelqu'un, je suis bordélique, hein, mais j'avais gardé des bandes importantes parce que j'ai produit des albums moi-même et je les avais à la cave. Et vous vous souvenez de toutes les chansons? Non, on se souvient surtout de celles qu'on a mis en scène, oui. Mais les autres, on a tendance... voilà. Et c'est passé très vite, finalement, cette carrière. Trop vite. La vie passe trop vite. Ah, vous avez vu? Plus on vieillit, plus on n'a jamais assez de temps. Oui. Ça passe trop vite. C'est pour ça qu'il faut bien en profiter et être heureux. C'est avoir le goût du bonheur. C'est terrible. Je trouve qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le goût du bonheur. Je le comprends. Il y a parfois les malheurs, c'est une chape énorme. Mais c'est important d'espérer. C'est important. Alors moi, j'ai toujours le sens de l'espoir. Et quoi qu'il m'arrive, je marche dessus. Et vous avez bien raison d'avancer comme ça. Alors, ce qui est étonnant aussi dans cet album, dans cette intégrale, c'est qu'il y a des inédits. On a retrouvé des inédits. Exemple, C'est la vie. Oui, c'est la vie,
Ben justement, on aime la vie. Ça vous fait rire, Nicoletta. Pourquoi? J'ai oublié que j'enregistrais ça. Oui. Je m'en souviens même pas. Vous savez, c'était quand, non? On l'a retrouvé. La bande existait, elle n'a jamais sorti. Oui, mais j'ai sûrement enregistré. Oui. Vous savez même pas du tout d'où ça vient. Attendez, on m'a demandé les noms des compositeurs, Oui. mais je sais pas. Je sais pas du tout qui c'est qui l'a écrit. Et comment ça se fait que des chansons que vous avez enregistrées ne soient jamais sorties? Oh, ça arrive chez tous les chanteurs, hein. Parce qu'au dernier moment, on la prend pas, on la trouve pas assez forte. Mais cette chanson, ça vous rappelle rien? Ça me rappelle rien du tout. C'est étonnant. Hein. C'est incroyable. Et il y en a une autre qu'on va écouter, peut-être Oui. qu'elle vous rapportera plus de souvenirs. Ça aurait-tu me raconter? Je crois que ça vient de Jésus-Christ Superstar, ça. De quoi? Cette chanson, ça aurait-tu me raconter? Ouais. Ça a un air de, ça me rappelle des musiques de Jésus-Christ Superstar. Mais j'ai été dans le disque de Oui. Jésus-Christ Superstar. Voilà. Et cette chanson n'est jamais sortie. Bah oui. C'est étonnant. Bah, j'en sais rien pourquoi ils n'ont pas sorti. Jésus-Christ Superstar, c'était aussi une aventure. Vous auriez pu être dans la comédie musicale. Ouais, mais j'ai pas envie de faire des comédies musicales. J'en ai fait qu'une, grâce à Nino, Oui, qui a conseillé au metteur en scène de me prendre. J'ai fait Quasimodo. oui. On a fait quand même des 156 000 spectateurs. Hein. C'est pas mal. Et je chantais sur des musiques de William Scheller, sur l'Orchestre Philharmonique de Paris, les textes de Victor Hugo. Alors là, c'était intéressant. William Scheller, ça fait partie de votre bande aussi. Ça fait partie... Vous Il y a êtes pas fidèle de en bande, amitié. il y a des amis, Voilà. oui. Et oui, Scheller, vous avez toujours été très lié avec Je lui. le vois demain. Voilà. Oui, il vient m'écouter à la cathédrale d'Orléans. Et il y a aussi Hervé Villard. C'est mon petit frère, Hervé. Je suis sa famille. On s'est connus quand j'étais à Saint-Germain. Et on n'avait pas d'argent, pas beaucoup, juste de quoi vivre. Et lui, il avait déjà fait Capri, c'est fini. Mais il ne pouvait pas toucher son argent parce qu'il n'avait pas 21 ans. Alors on était des copains de galère, voilà. Et on n'oubliera jamais. Et on s'est surveillés mutuellement sur nos carrières. On s'est donné des conseils. Alors lui, maintenant, c'est un garçon rigolo. Écoutez, il a fait un gala à Lille où je suis allé il y a quelques jours, Oui. au Sébastopol. Mais il a fait un malheur. Ah mais c'était un concert pop. Parce que il est malin. Oui. Il aime ce métier. Alors il a une espèce de révulsion sur tout ce qu'il a fait. Il veut se régénérer. Il est en pleine période de régénérescence. Il est dans un état, il est extasié. Il croit qu'il a 20 ans. Ah mais c'est extraordinaire. Il a repris toutes les anciennes chansons, mais le public, on était dans un concert Bien de sûr. Madonna. Oui. Mais c'est un concept intéressant. Il fait monter des jeunes sur scène avec Oui. lesquels il travaille. Alors il chante les nouvelles chansons des mômes. Le môme chante aussi une chanson d'Hervé. Puis quand même, j'ai appris qu'il a fait aussi ses anciennes chansons. Parce que de Oui. temps en temps, il boude. Mais là, il les a faites, je peux vous garantir. Parce qu'on lui a bien dit qu'il fallait qu'il les fasse. Oui, surtout que le public les reprend en Ouais, cœur. bien sûr. Et il a une chose extraordinaire, sa voix n'a pas changé. Exactement. Elle est incroyable. Alors, ce qui est étonnant, c'est aussi votre carrière. Est-ce que vous pensiez que ça durerait aussi longtemps, Nicoletta? Non. J'ai dit, bon, on va faire un disque. Puis après, j'ai dit, on va en faire 2. Et puis c'est bien, ça permet de voyager beaucoup. Et j'ai fait tout de suite de la scène. Et ça, la scène, c'est primordial pour un artiste. Les artistes qui font pas de scène, ils doivent être malheureux quand même. Ils doivent être malheureux. Parce que c'est une expérience extraordinaire. C'est la rencontre avec le public, évidemment. C'est une joie, c'est plein d'émotions pour tout le monde, pour les gens et pour l'artiste. C'est important. Et ceux qui vous aiment, ils auront aussi l'émotion d'écouter dans cette intégrale d'autres inédits, comme Messieurs les jurés. Alors, on va voir si c'est ça vous C'est excellent. C'est une chanson qui est un jugement sur l'amour. Oh, bah dis donc. Vous savez même pas quand vous l'avez enregistré? Non. Mais vous gardez la mémoire comme ça de certains titres et pas d'autres. Bah, Étonnant. c'est-à-dire que c'est des chansons qu'on a dû me soumettre. Je les ai enregistrées, mais je ne les ai pas assez usitées. Je ne les ai pas beaucoup chantées, donc elles sont parties de mes Exactement. 15, parce que j'ai des tiroirs dans ma tête où il y a toutes mes chansons. Mais celle-là, je savais occulter. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce qu'en plus c'est formidable. Votre voix est parfaite, intacte, et ce sont de très belles chansons.
Je sais pas. Les bandes étaient conservées chez vous, dans votre cas? Au studio Barclay. Oui. Non. Oui. Ça appartient à Universal. Exactement. Alors, il y a aussi une chose étonnante dans votre vie, c'est que au départ, il y a eu une légende. Vous auriez été comme Albertine Sarrazin dans une prison. Il y a eu plein de légendes. J'ai jamais été en prison. Ça vient d'un journal à l'époque. C'était des journaux à scandale. Bien sûr. De Franche Démence. Franche Démence et Ici Pourri. Voilà. Ils ont mis en prison, en gros titre, hein, en tout petit, chez les religieuses. Parce que quand j'étais chez les sœurs, évidemment, j'étais la meneuse de rigolomanie. Je chantais quand il fallait pas chanter, en anglais, j'étais punie. J'étais très agitée, beaucoup de santé. Alors évidemment, on nous disait, on rallumait le dortoir, prenez votre matelas et allez dormir au 44, au 43, parce qu'il y avait 43 petits trous dans la porte. Alors évidemment, on dormait dans une espèce de cellule, on était punis. On nous sortait le matin, quoi. Et voilà. Alors j'ai raconté cette anecdote à Salut des copains. Le mitard, on appelait ça. Descendez au mitard, oui, d'accord. Alors, le mitard, bon, puni la fille. Et après, au petit déjeuner, on nous sortait. Ils ont mis, j'avais fait en prison, mais c'était le titre. Voilà, c'est toujours des accroches. Comme... Et ça fait partie de ma légende, mais c'est pas grave. Pas grave. Ça me dérange pas du tout. Vous avez chanté en anglais, mais aussi en italien. Ça fait partie des inédits. Vorresti avermi dolce, 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 disposta a perdonarti quando tu davanti agli amici miei mi butti giù. San Remo. Alors là encore. Oui, j'ai chanté à San Remo. Voilà, la chanson s'appelle San Remo. Hein? La chanson s'appelle San Remo. Bon. Vous vous souvenez pas avoir chanté en italien, Nicoletta? Non, j'ai essayé de chanter en Italie. Ils m'aimaient beaucoup au départ, les Italiens. Oui. Mais j'avais une concurrente qui était terrible, puis c'était une star quand même. C'était Dalida. Oui. Dès que je faisais un tube, elle le faisait avant moi en italien. C'est fou, hein? Alors, il y a une histoire rigolote, je vais vous la raconter. Mamie Blue. Je fais le bidem, je représente la France. On distribue les scores à tout le grand orchestre qui était au théâtre. Et c'était pas ma tonalité, c'était en do. J'étais normalement en ré mineur. C'était pas beau en do. Enfin, moi, ça me plaisait pas. C'était plus bas. Et ici, il se gratte les cheveux, mais c'est pas normal. Mais comme elle était aussi chez Barclay, dans le placard au score, c'est-à-dire tous les trucs musicaux, pour un grand orchestre, il s'était trompé, la fille avait donné mes scores à Dalida, et elle chantait le même jour à Guilux, et elle courait après cette tonalité. C'était trop haut pour elle. Moi, je trouve ça très rigolo. Ah oui, et ça s'est terminé comment? Eh ben moi, il a envoyé quelqu'un acheter un 45 tours dans la rue d'Antibes, il a recopié, le pianiste a refait les scores, et j'ai pu chanter dans ma tonalité. Elle, je sais pas. Voilà. En tout cas, vous ne savez pas non plus quelle est l'origine de vos inédits. Tiens, un dernier, rien n'a changé. Où es-tu si loin, mon amour, pourquoi es-tu si loin? Je suis content de vous faire redécouvrir vos chansons, Nicoletta. Mais je chantais pas mal quand même. Mais vous C'était il y a chantez toujours. longtemps, ça. Il y a longtemps, ça, je sais pas. Mes débuts, ça. Voilà. Oui. Et ça sort, ça fait partie des inédits de cette Mais c'est intégrale. sympa pour le public. Oui, Voilà. exactement. Et effectivement, cette intégrale, bon, ça permet à celles et ceux qui vous Il y connaissent. en a en anglais aussi. Il y en a en anglais, il y en a partout. Mais surtout, c'est une étape parce que vous allez continuer à chanter. Vous n'allez Ouais. pas vous arrêter comme ça. Bah non, je suis toujours là. Voilà. Et l'avenir maintenant, parce que effectivement, les années passent, mais votre voix est intacte, le public est là, il y a cette intégrale qui sort. Et maintenant et demain. Moi, je pense pas trop à demain. Je sais ce que je fais sur 3-4 jours. Oui. Sinon, je me demande, qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Je suis où? Ah, on a deux radios. Ah oui, tiens, c'est vrai, je fais Pessis. C'est tout. Voilà. Je ne vais pas trop... je vis au jour le jour. Je vous assure que je suis sérieuse. Mais avec beaucoup d'idées pour l'avenir. Je n'ai pas vraiment d'idées. Mon avenir est très restreint, n'est-ce pas? Alors mes idées, j'ai pas d'idées préconçues. Je vis vraiment le moment présent avec beaucoup de délectation. Je suis ravie de vous avoir retrouvé, par exemple. Et tout doit devenir une joie, même si c'est des petites joies. C'est important d'avoir le goût du bonheur. On ne fait que traverser cette vie qui est pleine de tempêtes et pleine
heures quand même. Et quand on peut en profiter, le monde va très mal. Et on doit se sentir privilégié tous les jours. Oui. Et le peu de temps qui m'aurait... Oh, William m'a dit ça l'autre jour. Qu'est-ce qu'il nous reste à vivre, ma chère Nicole? Le montant de la vie d'un chien. Écoutez, Il n'a pas tort. non, mais bon, vous n'êtes pas il a de l'humour, hein, William, et moi aussi. Exactement, et vous n'êtes pas cabot, on le sait justement. Et donc, je suis sûr que cette intégrale rappellera plein de souvenirs à celles et ceux qui vous aiment, et vous fera découvrir à celles et ceux qui vous aiment depuis moins longtemps que les premiers, et puis continuer à garder cette bonne humeur et à chanter pour notre bonheur, Nicoletta. J'espère. Merci et à bientôt. Mais je vous remercie de m'avoir reçu. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.